BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Tiens, ici on parlait un petit peu d'Europe et d'Europe au cœur des crises financières. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Europe. Oh bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé et puis rien ne dit qu'on n'en reparlera pas effectivement dans les prochaines années. Michael Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de cet ouvrage qu'on va voir s'afficher dans un instant. Le banquier, le citoyen, l'Europe face aux crises financières. C'est édité par la Fondation Jean Jaurès. L'Europe face aux crises financières. Vous nous annoncez la prochaine tout simplement ou c'est quoi l'idée finalement? Bon, alors je ferai très attention au niveau des annonces de crise financière. Oui, puisque, oui, effectivement, j'aurais des propos forcément très péremptoires. Bien sûr. Si je devais en annoncer une, mais il n'empêche qu'il y a un véritable sujet. Oui. Et, comme c'était dit en introduction, je crois que le sujet de crise financière, 10 ans tout juste après la crise des subprimes, 5 ans un peu moins après la crise de l'euro, tout en sachant que ces crises ont nourri directement ou indirectement un tas d'éléments de crise qui sont encore très palpables aujourd'hui, que ce soit la montée des populismes, l'austérité, le chômage. Et j'étais un petit peu surpris de me rendre compte à quel point, donc 10 ans après ce choc des subprimes, et alors qu'on est sur la campagne des européennes actuellement, à quel point c'était devenu un non-sujet. Mais c'est devenu un non-sujet et pourtant ce que vous nous dites finalement, alors c'est aussi notre autre objet de vos bouquins, c'est de dire c'est devenu un non-sujet alors que ça ne devrait pas être un non-sujet finalement. Absolument. La question c'est 10 ans après la chute de Lehman Brothers, quasiment, ça sera dans quelques mois qu'on fêtera si l'on peut dire ce 10e anniversaire. Où en est l'Europe finalement? Est-ce que l'Europe bancaire est prête à encaisser éventuellement un nouveau choc? Est-ce que les leçons ont été retenues? Est-ce que les gens ont bien compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est protégé à ce qui va se passer demain s'il y a une éventuelle crise à venir? C'est toute la question. Et effectivement, je crois que ça commence déjà par une vulgarisation du sujet, puisque dans le côté le banquier et le citoyen, l'idée c'est pas forcément de jouer sur l'antagonisme entre deux mondes qui se parleraient plus, mais c'est quand même le constat d'une polarisation, je dirais, entre effectivement un banquier et un citoyen. Alors le banquier est citoyen puisque voilà, il prend la voiture le matin, il va au boulot, il vote. Le citoyen lui-même est un banquier, il investit, il achète, il épargne. Est-ce que l'Europe est prête à encaisser ce nouveau choc? L'Europe a beaucoup fait. On a vu donc l'augmentation des exigences en capitaux, on a vu quelques réformes structurelles, notamment le fait de devoir collatéraliser les produits dérivés via les chambres de compression, la BCE qui a évidemment agi énormément. Mais ce qui est clair, c'est que on est au milieu du gué. On a beaucoup demandé aux banques. On leur demandé. Et elles s'en plaignent. Et elles s'en plaignent. Et elles ont effectivement un problème de rentabilité actuellement. Donc il y a un vrai sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Europe, il n'y aura pas de stabilité financière ou de stabilité politique sans solidarité. Et donc on doit arriver dans une phase plus politique où le politicien doit prendre donc ses responsabilités et enfin pouvoir permettre plus de solidarité, c'est-à-dire par exemple avec la protection des épargnants qui sont mis en commun au niveau européen, et ça bloque alors que ça faisait partie des piliers de l'union bancaire. L'union bancaire qui était la grande réponse finalement à ces manques du secteur bancaire en Europe finalement. Oui, mais qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette union bancaire. On n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'est toujours la même chose, les pays d'Europe du Nord qui grincent un peu, alors qu'on voit très bien que le secteur bancaire allemand n'est pas forcément en super santé non plus. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'union bancaire, c'était une bonne réponse sur le papier, puisque la bonne échelle pour tout ça, c'est bien l'Europe. Sur des banques internationales, il est difficile de traiter le problème, chaque pays, chacun dans son coin. Par contre, l'effort a été stoppé en plein milieu et la réponse a été technique. On a une réponse macroéconomique, une réponse monétaire de la BCE. On a une réponse, je dirais, un peu plus technique ou technocratique de la mise en commun donc des mécanismes de supervision et de résolution avec l'union bancaire. Mais sur la poussée politique, la solidarité, pour la stabilité, il n'y a rien. Mais la solidarité, personne n'en veut. Et plus ça va aller, moins il y aura d'envie de solidarité, notamment des pays du Nord. Le problème, c'est ce que vous expliquez aussi, c'est que oui, il y a 10 ans, on a renfloué les banques. Parce qu'on avait les marges de manœuvre budgétaires finalement pour le faire à 10 ans. Aujourd'hui, on ne l'aura pas. Et dans les prochaines années, on l'aura de moins en moins finalement, Michael. C'est ça le souci. Absolument. Et c'est bien pour ça qu'il faut, même si les pays du Nord y vont en reculons, il faut absolument créer plus de solidarité et mettre en commun des stabilisateurs. Alors justement, quelle forme de solidarité il faut alors un budget de la zone euro, par exemple, ça serait pour enfin finaliser cette zone économique et monétaire, ne pas laisser juste la marge de manœuvre à la BCE, mais enfin prendre ses responsabilités politiques. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que
même si je n'irai pas jusqu'à prédire la crise de demain, parce que comme je le disais, ça serait forcément des propos très péremptoires, je crois qu'il y a toujours des choses en commun par rapport aux crises, des effets moutonniers, des bulles de la dette publique, de la dette privée qui sont transformées en dette publique. Et puis suite à ces crises financières, il y a des crises économiques et puis des crises éventuellement politiques, des montées de populisme, etc. Là, actuellement, vu la situation actuelle politique, il est quand même à craindre qu'une instabilité politique puisse conduire à une instabilité financière, avec le protectionnisme avec Trump, avec le Brexit, avec les Salvini. Et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre ses responsabilités politiques et aller sur plus de stabilité. Est-ce que vous dites que les banques, elles, ont fait le job finalement pour assainir leur bilan depuis ces années? Il y avait une expression très en vogue, on disait il y a quelques années, il y a encore beaucoup de cadavres dans les placards du côté des banques dans la zone euro. Est-ce que vous pensez que les banques ont fait le job, qu'il y a moins de cadavres dans le placard aujourd'hui? Il n'y a pas de formule magique, donc c'est ce qu'on appelle les NPLs, les non-performing loans, etc. Il y a ce qu'on appelle les créances douteuses. Voilà, les créances douteuses en français, absolument. Elles existent toujours. Alors, certaines... On n'a pas encore fait le ménage complètement, ça vous le dites finalement. Rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a on parle beaucoup de shadow banking par exemple, et c'est vrai qu'il y a un véritable appel aussi dans ce livre, dans cet ouvrage, pour plus de transparence, mais par rapport à la complexité. L'idée c'est pas de chercher le loup en disant qu'il y a des choses à cacher, mais plutôt d'accompagner aussi le citoyen en communiquant un petit peu plus. Et c'est aussi la responsabilité du politique qui doit organiser ce vivre ensemble. C'est le sens même de la science politique au départ. Ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est qu'aujourd'hui on a effectivement quelques bombes à retardement. Ces NPLs qui sont soit encore ces créances douteuses qui sont encore soit dans les actifs des banques. Souvent italiennes notamment, pas que. Notamment italiennes, mais on voit très bien, par exemple en Allemagne avec ce qui se passe avec Deutsche et Commerzbank, tout n'est pas rose non plus, et que finalement même les pays qui ne sont pas pour prescrire la médecine de la solidarité seraient peut-être ceux qui en profiteraient in fine, puisque si on veut aider aussi les banques à se débarrasser de ces créances douteuses, il faut pouvoir créer des stabilisateurs de marché et pas juste tout refiler au shadow banking jusqu'à attendre la prochaine bulle. Il faut plus de solidarité, ça sera dur à faire entendre au peuple dans les prochaines années, ça reste quand même le grand défi. C'est tout l'enjeu des élections européennes. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir ce débat dans le cadre des élections européennes, de la campagne des européennes, Michael? C'est quand même difficile. C'est peut-être un vœu pieux. J'essaye avec mes petits bras d'amener le sujet avec ce livre. Un livre qui se veut accessible. L'idée, c'est vraiment de rendre le sujet aux citoyens, puisque je considère que la réponse doit être politique. Et donc, si la réponse doit être politique, elle doit partir du citoyen. C'est le citoyen qui vote et il faut qu'il puisse comprendre ces sujets. Ça bloque aussi du côté des pays. Vous me disiez tout à l'heure, ça bloque du côté des pays du Nord aujourd'hui. L'Allemagne en tête. Vous pensez que l'Allemagne sera prête dans les prochaines années peut-être à avancer un peu plus sur ce sujet finalement? Elle joue la montre. Alors sur la protection des épargnants, le dossier a été renvoyé à 2024, mais il n'a pas été annulé. Peut-être que la croissance en berne et le protectionnisme va les amener à accélérer un petit peu les choses. Il y a aussi la question du budget qui là pour l'instant est dans des termes symboliques. Alors pas du tout à la hauteur des enjeux, puisque on est dans on vous en parliez tout à l'heure pendant le JT, on est dans un univers où les taux sont très bas, où d'ailleurs ça pose problème pour un tas de banques et un tas de PME ou d'entreprises on a parlé de beaucoup d'entreprises zombies. 13% des entreprises maintenant sont des entreprises qui, sans cette politique macroéconomique accommodante, auraient déjà déposé le bilan. Donc on est sur une bombe à retardement, d'où le besoin de cette impulsion politique. Le banquier et le citoyen, merci beaucoup Michael Vincent, le banquier et le citoyen, l'Europe face aux crises financières, sujet dont on a beaucoup parlé et merci, dont on reparlera certainement, édité par la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup Michael d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business.